Cette deuxième expérience est le réflecteur laser. Flash du vide, élément périphérique de gaz, mais plutôt en termes de trous et de recherche de schémas de connexion, de réseau. Nous avons constaté que les faire descendre ne posaient aucun problème significatif. Série d'observations importantes visant à reproduire artificiellement la lumière de l'aurore et à présenter à la science une synthèse de faits nouveaux et incontestables. Ou en nous ouvrant à des phénomènes qui ne correspondent pas à nos idées fréquentes. Bienvenue à nouveau. Il s'agit de notre deuxième rapport scientifique à Solari, et je suis heureuse que vous me rejoigniez aujourd'hui. Dans ce rapport, nous allons examiner la physique et la physique quantique du code génétique et ses implications. Une perspective qui remplace de plus en plus l'approche biochimique traditionnelle des organismes vivants. Après tout, toute molécule biochimique est constituée d'atomes et de particules subatomiques qui eux-mêmes sont aujourd'hui considérés comme des champs quantiques provenant, en dernière analyse, du néant, soumis à des lois mathématiques et vibratoires d'interaction. Comment ce néant parvient à construire quelque chose de quasi stable, vivant et plus ou moins intelligent, reste bien sûr un mystère. Mais mettre en évidence et expérimenter l'ADN et des molécules organiques apparentées en tant que forme d'ondes électromagnétiques et acoustiques stables nous rapproche certainement d'une compréhension plus complète de la vie. En fin de compte, nous sommes probablement constitués uniquement d'espace, de temps et d'énergie, ou d'espace-temps et de conscience. Mais jusqu'à ce que nous puissions appréhender cette pensée, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, nous devrons composer avec ce corps biologique, au niveau de notre compréhension actuelle. Ainsi, tout véritable chercheur se réjouit de l'expansion d'un paradigme dominant. Pourtant, de nombreuses idées et preuves présentées dans ce résumé de ce que l'on pourrait appeler la biologie quantique ne sont toujours pas enseignées dans les écoles et sont souvent ridiculisées par les faiseurs d'opinions dominants ou entachées de demi-vérités. Il est toutefois rassurant de constater que, du moins, les agences qui mènent des activités de recherche et développement classifiées et financées par la défense semblent bien conscientes des preuves et de leurs implications, de sorte que nous puissions éventuellement disposer d'applications révolutionnaires. Tout à notre avantage, bien sûr. La plupart des idées abordées seront centrées sur les publications du biophysicien russe Peter Garyaev et sur les prolongements de ses travaux. Ici, je rencontre le Dr Garyaev à Moscou pour l'inviter à intervenir lors de notre conférence l'année suivante. Garyaev est probablement le plus connu parmi les chercheurs alternatifs, mais il y en a d'autres. Et mon objectif est de rassembler quelques éléments qui, je l'espère, créeront ou soutiendront pour vous une nouvelle ou différente compréhension du code génétique et, en fin de compte, de vous-même. Je vous encourage à faire souvent des pauses et à réfléchir et à ne pas regarder le rapport en une seule séance. Faites la synthèse des différents aspects présentés dans votre esprit et rassemblez-les pour prendre conscience que la nature holographique de l'ADN a des répercussions de grande portée dans toutes sortes de domaines. Bien que ce rapport ne s'adresse pas principalement aux scientifiques, qui en savent peut-être beaucoup plus que moi sur certains sujets,
Il exigera toutefois une certaine concentration de la part du spectateur. Il vaut donc mieux le regarder en 3, voire 4 parties, et plutôt approfondir certaines suggestions en consultant les sites web cités ou en recherchant les termes mentionnés. Ou vous pouvez simplement fermer les yeux et écouter l'histoire, et étudier un peu plus tard. Pour vous donner une sorte de table des matières, nous commencerons par un résumé du paradigme chimique et de ses limites, ce qui nous amènera à examiner les aspects vibrationnels et électromagnétiques de la biologie, y compris les biophotons et la cohérence acoustique dans les membranes cellulaires et ilocellulaires. Ainsi, nous découvrirons que les phénotypes des caractéristiques génétiques ou les morphologies peuvent être déclenchés par des champs électromagnétiques, et que l'ADN possède des caractéristiques linguistiques profondes, ce qui a des implications pour l'informatique et l'IA du futur. Dans la section finale, nous nous concentrerons sur certaines expériences spécifiques et leurs résultats, y compris les travaux de Peter Garyaev, Luc Montagnier et Xian Chan. Profitez-en! Tout d'abord, examinons brièvement les idées classiques sur le code génétique, la double hélice, qui a été découverte en 1953. On estime que nos estimations les plus récentes donnent 37 trillions de cellules dans le corps humain, et que la plupart de ces cellules contiennent des chromosomes, ou un noyau avec les 46 chromosomes qui constituent la double hélice enroulée. La double hélice elle-même est constituée de 2 brins, chacun présentant ce qu'on appelle un squelette sucre-phosphate. Le sucre, ou pentose, ainsi nommé en raison de la structure pentagonale de l'arrangement des atomes dans la molécule, joue en fait un rôle essentiel dans la formation de l'hélice et dans la torsion de chacun des brins lorsqu'ils s'enroulent et forment une spirale. Comme vous pouvez le voir, la molécule de pentose a une polarité différente ou une polarisation, et ce sont ces molécules qui sont optiquement actives et qui polarisent la lumière incidente, permettant la torsion de la double hélice. Entre les squelettes se trouvent les véritables molécules codantes, à savoir les 4 bases nucléotidiques, l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine, qui, par groupe de 3, appelés codons, fourniront le code génétique proprement dit. Ces codons ou groupes de 3 nucléotides sont les unités codantes des acides aminés individuels qui, en longue chaîne, produisent les protéines dont l'organisme est composé, y compris notre corps. Les 4 bases nucléotidiques sont maintenues ensemble par des liaisons hydrogènes, du même type que celles qui maintiennent également les molécules d'eau entre elles, ou qui peuvent réarranger les molécules d'eau en amas de cristaux liquides. Veuillez noter mentalement le fait que le génome existe dans les structures d'eau cellulaire. Il existe généralement une structure ordonnée dans la couche de molécules d'eau entourant immédiatement une protéine. Depuis la découverte du code, l'idée dominante est que toute l'information est stockée dans le noyau de la cellule sous forme de gènes.
Il y a environ 24 000 gènes qui codent activement pour le fonctionnement du corps humain, qui codent activement pour les protéines. Si l'on considère à quel point notre compréhension de l'ADN est récente, cela s'est révélé être un modèle remarquablement réussi, comme nous le savons tous. Pourtant, certains aspects ne sont pas explicites. En général, ils ne sont tout simplement pas mentionnés dans les manuels ou sur Wikipédia. Il s'agit principalement de deux questions, à savoir la compréhension du code génétique tel que nous le connaissons. Cela n'explique pas la différenciation cellulaire. Précisément la question. Si chaque cellule, essentiellement, dispose des mêmes informations génétiques disponibles que toutes les autres cellules, comment décide-t-elle de devenir une cellule du foie ou une cellule osseuse ou une cellule de la peau? Qu'est-ce qui lui donne l'information pour décider de la topologie ou de la géométrie de sa fonction et de sa position dans le corps? La deuxième question importante qui reste ouverte est: pourquoi seulement 2% du code génétique semble-t-il coder activement des protéines? 98% du matériel génétique a longtemps été considéré comme une sorte de cimetière d'informations obsolètes, n'étant plus utilisé, éliminé au fil de l'évolution. Il semble que nous transportions beaucoup de déchets, initialement même qualifiés d'ADN poubelle, bien que ce terme ne soit plus guère utilisé et que, tout récemment, l'ADN non codant, comme on l'appelle, soit devenu l'objet de certaines considérations, comme avec le projet ENCODE. Pourtant, il n'y a pas de consensus sur le rôle qu'il joue, s'il y en a. Mais, est-ce vraiment possible? Un peu comme en cosmologie, où 95% du cosmos semble être constitué de matière noire et d'énergie noire, non détectée par nos instruments scientifiques. Mais aussi en biologie, seulement 2% du matériel génétique a du sens et le reste est dénué de sens et doit être écarté. Nous verrons dans l'approche génétique ondulatoire discutée dans ce rapport que ce n'est très probablement pas le cas. Le paradigme habituel de l'information génétique considère le côté matériel du code génétique, sa chimie, la séquence des codons et des nucléotides. Même le génie génétique qui a rencontré tant de succès est réalisé par des procédés chimiques, ou par la synthèse et la recombinaison de séquences génétiques, comme la célèbre procédure CRISPR de modification contrôlée du génome. La perspective a été de se concentrer uniquement sur le côté biochimique ou matériel de l'ADN. Mais ce paradigme matériel et biomécanique est en train de changer. Il cède la place à un paradigme de plus en plus immatériel, biophysique, fondé sur des champs et relevant de la mécanique quantique de l'information pour le stockage et le transfert via l'ADN. La recherche sur les cellules souches a déjà révélé qu'un niveau plus fondamental d'information génétique est présent dans le génome. Mais le saut vers une compréhension de l'ADN plus électromagnétique, ou fondée sur des champs, voire holographiques, n'a pas encore été accompli. Après avoir vu et étudié les expériences que nous sommes sur le point de présenter, il sera cependant tout à fait clair que nous sommes composés de
structure de champ ultra stable, d'images d'information, intelligemment combinées dans l'état de flux continu que nous appelons la vie. La chimie et la structure matérielle des atomes et des molécules apparaîtront seulement comme le support d'un train d'ondes d'information qui agit et existe dans des domaines fondamentaux de champs magnétiques, d'interactions gravitationnelles et de principes physiques quantiques. Une grande partie, voire la majeure partie, de cette compréhension provient de Russie. Il semble que les Russes, particulièrement pendant la période de la guerre froide, confinés à une recherche gérée par l'État, aient finalement eu plus de liberté pour poursuivre des expériences et des courants de pensée non orthodoxes que les laboratoires scientifiques occidentaux, qui étaient et sont financés par des intérêts orientés vers le marché et par le complexe militaro-industriel. Ainsi, c'est Alexander Gorovitch qui a déjà suggéré dans les années 1920. Ce qui, d'ailleurs, était l'époque où la physique quantique et les conceptions de la réalité fondées sur les champs commençaient à peine à se développer, que la cellule émettait une radiation électromagnétique ultra faible, ou des photons biologiques qu'il considérait comme le principal facteur directeur de l'auto-organisation lors de la mitose et de la morphogenèse. Cela a ensuite été célèbrement confirmé et mesuré techniquement par Fritz Albert Popp de l'université de Kaiserslautern en Allemagne, qui a effectivement enregistré la lumière provenant de la cellule, dans la plage de fréquences visibles et ultraviolettes, principalement émises par les chromosomes dans le noyau des cellules. Il est crucial de noter que cette lumière est une lumière cohérente, une lumière laser ultra faible émise par la cellule, et non une lumière thermique ou ambiante. Les émissions de biophotons ont depuis été confirmées par de nombreuses études. Et, surtout, ont été mises en évidence dans le système nerveux central et le cerveau, ce qui pourrait faire du cerveau un ordinateur lumineux. Je vais vous montrer un court extrait d'un documentaire sur le travail de Fritz Popp. À la recherche de preuves scientifiques, nous nous rendons au centre de technologie de Kaiserslautern en Allemagne. Depuis des années, les chercheurs ici mesurent la lumière que chaque cellule vivante rayonne. Ces émissions sont appelées biophotons parce qu'elles sont émises par tous les organismes vivants. Dans l'obscurité totale, la lueur de cette petite feuille devient visible en multipliant son intensité par 7 millions à l'aide d'un équipement moderne. Cela est rendu possible par un amplificateur conçu spécialement pour réaliser ces images filmées. Et c'est la lumière de la vie, émise par une minuscule feuille. Vous pouvez voir son contour. La lueur d'un brin d'herbe. Les premières séquences filmées enregistrant la lumière de la vie. La lumière colorée entourant un organisme vivant. Dans le laboratoire du Dr Fritz Albert Popp, on tente de percer le mystère de la manière dont la nature se sert de cette lumière. Dans le sang, par exemple, les cellules de défense sont isolées pour l'expérience. La lumière de la vie n'est pas une lumière ordinaire. C'est un peu comme le spectacle laser de la nature. Les cellules utilisent la lumière pour communiquer entre elles. Habituellement, on ne peut pas voir la lueur des cellules de défense. Cela change immédiatement lorsque les cellules entrent en action. Une protéine étrangère, que les cellules identifieront immédiatement comme un ennemi, est envoyée à travers un tube pour les déclencher. Une réaction qui se produit d'innombrables fois par jour dans chaque organisme. Lorsque les cellules étrangères injectées atteignent les cellules immunitaires, la défense se met en action. La vive lueur est un signal d'alarme.
sur la base des nombreux résultats que nous devons désormais interpréter. Ces signaux lumineux ont la capacité et la fonction d'optimiser les réactions chimiques pour provoquer une amélioration de l'activation, afin de rendre le système aussi efficace que possible. Imposé aux parties individuelles qui sont très éloignées les unes des autres. Qu'est-ce qui est tout? Soit une dissolution classique, qui ne peut pas se produire purement. La réaction chimique peut être contrôlée par la lumière. De l'information à la vitesse de la lumière. Un exemple en est donné par une expérience sur des œufs. Les chercheurs veulent comparer des œufs de poule élevés en cage à des œufs de poule élevés en plein air. Les deux types d'œufs peuvent-ils être distingués par la lumière qu'ils émettent? Biochimiquement, il n'y a pas de différence. Les chercheurs effectuent une mesure en utilisant un équipement particulièrement sensible à la lumière. Si une différence peut être démontrée, cela signifie que l'on peut déterminer les différents modes de vie des poules à partir de la lumière émise. Pour le dire plus simplement, les œufs des poules heureuses ont-ils une lueur différente de celle de leurs congénères en cage? Une question cruciale pour les consommateurs d'œufs comme pour les producteurs d'œufs. Toutes les données sont analysées par un ordinateur. L'expérience doit être menée en suivant des procédures scientifiques strictes. Il doit pouvoir être testé à tout moment et reproduit n'importe où dans le monde. Les résultats sont incontestables. Les œufs des poules élevées en cage n'émettent même pas la moitié de la lumière des œufs des poules élevées en plein air. Il n'est pas difficile d'imaginer à quel point une telle vie en captivité peut être terrible. Mais plus encore, le fait que, chez ces poules, leurs expériences de vie, négatives comme positives, soient constamment émises sous forme de lumière par leurs œufs constitue une sensation scientifique. La nouveauté que nous observons ici est que de petites différences dans l'environnement de la poule se traduisent par des mesures lumineuses différentes. C'est surprenant, car on ne peut pas identifier de lien biochimique. La recherche biophoton du Dr. Parr repose sur des normes scientifiques strictes et sur une coopération internationale avec 16 groupes de travail au Japon. Plus de 100 millions de dollars ont déjà été investis dans ce domaine. Les résultats sont spectaculaires et ouvrent la porte à des domaines de recherche complètement nouveaux. Pouvez-vous imaginer qu'un scientifique rigoureux, doté de la concentration et de l'intégrité de Fritz Parr, ait été ridiculisé et violemment attaqué par ses pairs et n'ait pas été pris au sérieux par de nombreux collègues physiciens qui sous-entendaient qu'il ne peut tout simplement pas y avoir d'ordre dans le bain thermique du corps, car un laser nécessiterait de l'ordre. Toutes les réactions et processus biochimiques de l'organisme sont supposés fonctionner en équilibre thermodynamique, ce qui signifie que, en fin de compte, elles sont guidées par l'entropie, autrement dit par les collisions et interactions aléatoires des molécules à une température biologique donnée. Et pourtant, compte tenu du fait que la longueur de cohérence de la lumière solaire à la surface de la Terre correspond aux dimensions ou à la taille de la cellule biologique, cela rend la cohérence à l'échelle cellulaire et en dessous tout à fait possible. L'idée selon laquelle la cellule émettrait une lumière cohérente n'est pas si invraisemblable. Les organismes biologiques ont évolué et se sont développés pendant des millions d'années dans le champ magnétique de la Terre à une certaine distance de l'étoile mère, notre Soleil, de sorte que les structures cellulaires et l'architecture du vivant sont précisément accordées à la distribution d'énergie dans l'héliosphère. Les recherches suivantes, et probablement les plus importantes sur le champ cosmophysique, la nature de la vie et l'ADN en Russie, ont été menées par Nikol Kozyrev et l'éminent Lael Petrovitch Kasnachiv.
tous deux ayant apporté des travaux si innovants et révolutionnaires qu'ils nécessiteront un rapport Solaris séparé. J'ai eu l'occasion de travailler avec l'Institute of Cosmic Anthropology, ISRICA à Novosibirsk, et j'ai été déterminante dans la publication de la monographie de Khaznashiv pour le monde anglophone. Khaznashiv a découvert l'effet miroir cytopathique. Ceci est une interaction électromagnétique intracellulaire à distance entre deux cultures de tissus, dont l'une a été soumise à un agent biologique ou chimique nocif, tel qu'un virus ou un poison. Les deux cultures étaient dans des récipients scellés, séparés seulement par une fenêtre optique. Avec du verre comme fenêtre optique entre elles, la culture infectée mourait, tandis que l'autre culture restait saine. Mais lorsqu'une fenêtre en cristal de quartz fut placée entre les cultures cellulaires, et qu'il faut savoir que le cristal de quartz laisse passer la lumière ultraviolette, alors, environ 12 heures plus tard, la maladie apparut également dans la culture saine, et l'effet put même être transmis encore plus loin à une troisième culture qui n'entra jamais en contact physique avec le poison ou le virus. C'était une indication très claire d'une communication électromagnétique entre cellules vivantes. Une grande partie de ce dont nous allons parler aujourd'hui trouve son origine à Novosibirsk et les travaux de Peter Garyaev trouvent également leur origine dans l'école de cet éminent institut. Passons maintenant à ce que Garyaev a découvert. La première indication de l'holographie de l'ADN a été mise en évidence lors d'expériences en 1985. Les résultats n'ont été publiés qu'en anglais en 1991 et ont été décrits plus en détail en 1994 dans le livre de Peter Garyaev, The Wave Genome, en russe. Un article désormais célèbre, qui s'est retrouvé sur Internet, a été publié par Vladimir Popnin en 1995, travaillant avec le HeartMath Institute, mais en utilisant le matériel de Garyaev. Qu'ont-ils découvert? La découverte a été faite comme un effet secondaire d'expériences portant sur les modes de vibration de l'ADN en solution. Ils utilisaient un laser de diffusion dynamique de la lumière ou un spectromètre. C'est un appareil qui examine la façon dont un matériau disperse la lumière, ce qui fournit un aperçu du comportement du matériau. Ainsi, la lumière laser incidente est diffractée, montrant comment les particules de taille différente présentent une signature de diffusion unique. Le premier graphique montre les mesures de contrôle avant que l'échantillon d'ADN ne soit placé dans la chambre de diffusion. Évidemment, on ne peut détecter que très peu de photons, répartis de manière aléatoire. Lorsque l'échantillon physique d'ADN en solution est placé dans la chambre de diffusion, la forme d'onde caractéristique ou la signature photonique est enregistrée. Mais la découverte importante a été faite lorsqu'on a constaté que l'échantillon physique réel d'ADN avait été retiré de la chambre de diffusion du capuchon. Et pendant encore quelque temps, une image photonique régulière a été enregistrée dans la chambre noire désormais vide. Ainsi, sans aucune matière présente, une image fantôme a été enregistrée. Et si l'espace dans la chambre de diffusion n'est pas perturbé, cette mémoire fantomatique peut être mesurée jusqu'à 1 mois. Pensée Y. Que la présence d'ADN crée non seulement son propre champ lumineux cohérent, mais laisse aussi une empreinte sur l'arrière-plan d'un espace apparemment vide. À tel point que l'empreinte informationnelle,
son état d'ordre était encore récupérable des heures et des jours plus tard. Cela signifie que votre propre présence dans la pièce laissera toujours sa signature, sa mémoire. Et c'est ainsi qu'une personne très aimante, ou autrement cohérente, laissera son empreinte dans une maison ou une situation pendant longtemps. Cela pourrait être défini comme une forme d'intrication des atomes biologiques avec le champ de fond, se manifestant ainsi de manière non locale, c'est-à-dire littéralement pas présent, comme phénomène. Du point de vue de la physique, bien sûr, cela nécessite l'existence d'une sorte de champ du vide, quelque chose qui a été décrié pendant longtemps, mais qui est désormais établi comme le concept des fluctuations du point zéro que la théorie quantique des champs englobe. La cohérence ou l'ordre de l'ADN. Et, comme Garyaev le croit, l'information, codée dans les états de spin des particules ordonnées, interagit avec les fluctuations du point zéro et fait apparaître des particules et des champs de particules à partir du vide physique. Il indique également que la molécule d'ADN est transmise sous la forme d'une fonction d'onde unique, créant des motifs d'interférence de spin quantique avec le vide. L'une des implications est que, au final, l'ADN pourrait être transféré ou transporté, disons téléporté, de façon immatérielle et non locale sous la forme d'une modulation lumineuse ou laser. Le fait qu'en principe une téléportation quantique de molécules biologiques soit possible a déjà été démontré en 2003 par le groupe de chercheurs autour d'Anton Zellinger, célèbre pour ses expériences de téléportation quantique. Expérience à l'Université de Vienne. Ils ont obtenu des figures d'interférence avec de lourdes molécules de fullerène C60F48 et, en 2001, avec des molécules encore plus grosses comportant jusqu'à 430 atomes. Cela a démontré que même des objets classiques, comme les molécules, présentent une nature ondulatoire. Avant d'examiner les expériences et les résultats phénoménaux qui suggèrent fortement une nature ondulatoire des molécules biologiques, comme l'ADN en particulier, essayons d'élaborer davantage le cadre scientifique qui nous permettra de comprendre et de décrire ce qui se passe. Alors que la théorie génétique actuelle se concentre sur les 24000 gènes codons actifs en termes de chimie, le nouveau modèle considère l'ADN comme une forme d'onde stable d'information, qui n'agit pas principalement par la chimie et la composition moléculaire, mais par les oscillations et le champ cohérent acoustique et électromagnétique que créent les atomes et les molécules. Il existe un motif d'interférence complexe au niveau cellulaire et subcellulaire, produit d'une part par les vibrations mécaniques ou élastiques des atomes et des molécules dans l'environnement d'hydrogel à cristaux liquides, ce qui impliquerait des motifs ondulatoires ou des phonons à l'intérieur des minuscules tubes et cavités des organoïdes cellulaires, tels que les microtubules, les mitochondries, les membranes lipidiques dipolaires ou dans la géométrie de la macromolécule d'ADN elle-même. Ces champs d'interférence vibratoire peuvent se superposer et produire des motifs d'ondes stationnaires de micro-sons ou d'ondes acoustiques à l'intérieur de la cellule. Les motifs d'ondes de type Froelich ou les condensats de Froelich ressemblent presque à des condensats de Bose-Einstein, mais à des températures élevées. Le condensat d'Einstein implique le chevauchement des longueurs d'onde de Broglie des particules,
ou des ondes de matière, à tel point que l'ensemble du système peut être décrit par une seule fonction d'onde. Le physicien allemand Herbert Froelich a prédit en 1968 que les protéines et les membranes biologiques pourraient entrer dans un tel état lorsqu'elles sont excitées par pompage métabolique, c'est-à-dire par absorption d'énergie, ce qui donnerait lieu à des fréquences d'excitation cohérentes se comportant comme des états quantiques macroscopiques. Nous lisons dans un article de May Warden que les molécules et les membranes excitées vibreront à diverses fréquences caractéristiques. Cela finit par se traduire par des modes collectifs ou des excitations cohérentes, tant d'oscillations électromécaniques que de phonons ou d'ondes sonores dans un milieu solide, ainsi que de rayonnements électromagnétiques. Il est possible que les organismes puissent réellement utiliser des radiations électromagnétiques pour communiquer entre les cellules ou entre différents organismes. Ces oscillations de Froelich à l'intérieur des microtubules, ainsi que, éventuellement, dans d'autres structures et molécules d'importance biologique, font également partie de la théorie de Stewart-Amroff comme fondement de la conscience. Et elle a été récemment soutenue par le New Jersey Institute of Technology et par la Yeshiva University en Israël, montrant que les microtubules semblent posséder des fréquences particulières stockées à leur bord. Les chercheurs examinaient les arêtes phononiques topologiques des microtubules, qui sont des quantas d'énergie sonore ou de vibration à l'extrême bord de la surface d'un matériau. Cela joue un rôle dans la supraconductivité et est lié à une classe particulière de particules subatomiques, les fermions dits de Majorana. Les Majorana, d'ailleurs, font partie de la théorie visant à expliquer la matière noire et pourraient peut-être la relier aux neutrinos. Il n'est pas encore clair si les neutrinos sont réellement des particules de Majorana, mais cela nous montre qu'il pourrait y avoir une composante de supraconductivité impliquée le long des bords du cytosquelette. Ici, vous pouvez voir 3 bandes de fréquences différentes qui se trouvent le long des bords des microtubules. Voici une vidéo de Anirban Bandiobadier, chercheur principal au National Institute for Materials Science au Japon, montrant des fréquences dans les gammes kHz, MHz et GHz. C'est à ces bords que l'on peut trouver la 4e phase de l'eau, ou la zone d'exclusion mise en évidence par Gerald Pollack, qui montre que le cytoplasme est composé d'un type particulier d'eau intracellulaire, une eau structurée, un type d'eau en cristal liquide dans la cellule qui facilite le transfert d'énergie et d'informations. Le fait qu'une couche d'eau ordonnée se forme autour des microtubules a été rapporté pour la première fois par Lyons en 1979. Un champ électrique intense se forme également autour des mitochondries qui sont alignées autour des microtubules. Ainsi, les condensats acoustiques de Froelich vibrent et structurent l'environnement aqueux à l'intérieur de la cellule. L'eau ordonnée dans la région du champ électrique le long de la membrane forme une structure de type gel, qui permet une forte excitation des vibrations intracellulaires. Cette région de gel présente également des valeurs de pH plus élevées et comprend plusieurs couches de molécules d'eau, de sorte qu'elle peut atteindre des dimensions macroscopiques.
Une diminution ou une perte du potentiel de membrane le long des bords modifie l'organisation de l'eau autour des microtubules et des mitochondries et est une indication d'une diminution du pompage énergétique. Il est intéressant de noter qu'Otto Warburg a fait remarquer que les mitochondries dysfonctionnelles se mettent à produire de l'énergie par fermentation plutôt que par oxydation ou par transfert de protons vers l'intérieur des mitochondries. La production d'ATP par fermentation a lieu en dehors des mitochondries, dans le cytoplasme où l'eau cellulaire n'est plus structurée et où le pH est acide. Il est très probable que cette forme inversée de production d'ATP et l'acidité cytoplasmique soit la cause du cancer. Il est toutefois important de noter qu'il a été démontré que la structuration de l'eau peut également être obtenue par un champ électrique provenant d'une source externe. Des chercheurs de l'Institute of Physical and Theoretical Chemistry à Graz, Autriche rapportent l'existence d'un pont d'eau flottant entre deux bêchers en verre créé en appliquant un champ électrique continu à haute tension. L'eau peut grimper hors du récipient et traverser l'air jusqu'à l'autre bécher. La longueur du pont d'eau flottant pouvait atteindre 3 cm. À l'intérieur du pont d'eau, Elmer Fuchs et Jakob Voigt-Schlegel ont observé des oscillations à haute fréquence dont la vitesse différait de celle des ondes de surface. Ainsi, le pont sert de guide d'onde